Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Et on se met d'accord aujourd'hui, en ce mardi 14 mai, avec nos 4 débatteurs. Arnaud Benedetti, bonjour Arnaud. Bonjour à vous. Professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, auteur de Aux portes du pouvoir. RN, l'inéluctable victoire, c'est chez Michel Lafon. Dans les bouchons, mais il arrive donc Jérôme Dubuc, qui est membre du pôle idée d'Horizon, puisqu'on le disait, en ce moment, c'est un petit peu compliqué pour circuler autour du studio de Sud Radio à Paris. Cédric Novello, bonjour. Bonjour. Conseiller régional de Normandie. Pas de problème, vous, pour arriver de Non, Normandie très bien, à de Paris? Normandie, très bien. La 13 n'est pas du tout en difficulté. Non. Tout va très bien. Tout nickel, hein. Tout est nickel. Et Brice Nkonda, bonjour Brice. Enchanté. Chef Bonjour. d'entreprise, coordinateur du collectif Les Voix des quartiers impopulaires. Alors on va s'interroger sur les 4 mois à Matignon de Gabriel Attal. Est-ce que vous trouvez qu'il a imprimé sa marque aujourd'hui? On en a beaucoup parlé quand il est arrivé au bout des 100 jours. Quel bilan peut-on en tirer? Les JO et la sécurité parisienne, en tous les cas la sécurité tout court, avec donc depuis hier soir la possibilité de générer son QR code. Vous avez reçu vos alertes, vous? Oui, sur vos j'ai téléphones? reçu hier soir, oui, au restaurant. Ouais. Au restaurant. Oui, tout à fait, oui. C'est surprenant. Bon, on y reviendra avec vous. Faut-il généraliser aussi les amendes pour le port d'armes blanches, autrement dit pour les couteaux? On l'a vu ces dernières semaines, la recrudescence de ces attaques au couteau, pour la question de la sécurité. L'ouverture ce soir du festival de Cannes sous tension, nous dit-on, à l'ombre du phénomène MeToo. Et puis ce rapport parlementaire qui confirme que la France est submergée tout simplement par le narcotrafic, avec un modèle quasiment aujourd'hui qui ressemble à celui de la mafia, avec même des policiers, des magistrats qui pourraient être corrompus. C'est le résultat de cette vaste enquête. On va commencer déjà avec vos coups de cœur et vos coups de gueule ou vos coups de projecteur. Arnaud, un coup de cœur? Oui, c'est un coup de cœur. Alors, il y a 70 ans, le 7 mai 1954, très exactement, le corps expéditionnaire français rendait les armes à Dien Bien Phu, après plus de 57 jours de résistance héroïque, il faut le dire, où les Français étaient véritablement débordés par le nombre des Vietnamiens, puisque c'était, je crois, 15 000 Français contre 70 000 Viet Minh dans cette cuvette de Dien Bien Phu. Alors, on a beaucoup parlé des erreurs stratégiques de l'état-major, etc., etc. Ça a été un moment d'héroïsme évident de la part de l'armée française, de très grande solidarité. Et il se trouve que pour les 70e anniversaire de cette bataille historique perdue par les Français, les autorités vietnamiennes ont invité 3 vétérans français qui ont entre 88, 90, voire plus, pour venir, non pas célébrer, mais commémorer, en tout cas, cette bataille. Je trouve que, d'abord, c'était très émouvant de voir ces trois vétérans retourner, je veux dire, rendre hommage à leurs camarades. Je crois qu'il y a eu 4000 Français qui ont été tués, un nombre incalculable de blessés, de très nombreux prisonniers aussi. Venir rendre hommage à leurs camarades défunts et victimes de cette guerre. Et ce qui est très frappant aussi, c'est quand même la volonté d'apaisement des autorités vietnamiennes. Je crois que c'est un point important, c'est-à-dire que ancienne colonie française aujourd'hui, qui essaye quand même malgré tout de réconcilier les mémoires. C'est très important. 70 ans après, dans un geste qui est un geste de fraternité quand même, avec ceux qui pour eux étaient les ennemis d'hier. Et le retour sur le terrain de ces 3 vétérans est très symbolique et très emblématique, et il contraste énormément, je trouve, avec par exemple la relation difficile que nous avons avec l'Algérie sur la question de la mémoire, en l'occurrence. Et je trouve qu'en effet, c'est un coup de cœur qu'il faut bien évidemment avoir pour ces gens qui ont quand même été jusqu'au bout du sacrifice pour se défendre et pour défendre finalement la France dans ce pays qui était l'Indochine à l'époque et qui est devenu le Vietnam ensuite. Je trouve que ce moment est un moment de réconciliation qui, quelque part, augure de la qualité des relations que la France peut nouer maintenant avec le Vietnam. Et ça fait du bien aussi, parce qu'il y a des commémorations qui sont plus douloureuses, voilà, avec des plaies beaucoup plus à vif, et on voit que on est capable d'y arriver. Tout ça à base de dialogue, évidemment. Nous saluons l'arrivée de Jérôme Dubuc. Excusez-moi. Non, mais vous êtes tous excusés. Hidalgo m'a bloqué. Non, ouais, ça, c'était un peu facile. Qui
Qui vous a bloqué? Je ne comprends pas. Voyez. Personnellement, c'était tentant. Évidemment. Elle m'adore. Elle vous a repéré, comme on dit. Voilà. Ce que je vous propose, comme il reste 45 petites secondes avant de faire le top horaire de 11h, les infos surtout et les courses, c'est qu'on s'arrête tout de suite avant de continuer ce tour de table de vos coups de cœur et de vos coups de gueule, et on se retrouve juste après sur Sud Radio en compagnie de vous quatre pour débattre de l'actualité notamment. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Et en compagnie de Brice Nkonda, chef d'entreprise, coordinateur du collectif Les Voix des quartiers populaires, Cédric Nouvelot, conseiller régional de Normandie, Jérôme Dubuc, qu'on salue à nouveau, membre du pôle Idées d'Horizon, et Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire et auteur de Aux portes du pouvoir RN, l'inéluctable victoire, avec un point d'interrogation à la fin, faut préciser, aux éditions Michel Lafon. On faisait le tour des coups de cœur et des coups de gueule. C'est un nouveau coup de cœur. On enchaîne avec vous, Cédric, sur ce qui s'est passé hier, des investissements en France. Oui, alors c'est pas tellement sur ce qui s'est passé hier, mais voilà, j'ai décidé d'être positif ce matin. Et c'est pas tellement sur Macron en majesté à Versailles. On sait qu'il adore ce rôle-là, on sait qu'il aime beaucoup quand il est dans ce rôle-là, mais il faut avouer qu'effectivement, en ce moment, on a plutôt un retour des investissements en France. Alors c'est l'action combinée, c'est l'action combinée des entreprises, de l'État, des régions aussi. Moi, je veux bien en région Normandie, on a une très forte croissance des investissements étrangers qui arrivent dans parce que les auditeurs savent pas que les régions, enfin peut-être oublient, ont un vrai levier sur le plan économique. Elles sont effectivement en charge du développement économique sur leur territoire, et elles ont une action très importante, que ce soit on le vit dans toutes les régions de France. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie dynamique. 15 milliards d'investissements promis, c'est pas mal. Alors après, moi je suis pas dupe des effets d'annonce. On est évidemment on est à un mois des européennes, mais il faut quand même reconnaître qu'il y a une volonté au moins de remettre l'entreprise au cœur un peu du village France, qui est quand même pas mal, parce que pendant un moment on avait un peu laissé ça de côté. On a quand même perdu 2 millions d'emplois industriels dans les dernières 20 ans, donc c'est quand même important de pouvoir réindustrialiser. Alors je me méfie toujours de la réindustrialisation, parce qu'on est sur des emplois différents maintenant. On va être des emplois plus qualifiés, automatisé, intelligence artificielle, on est sur des secteurs un petit peu différents, mais ceci dit, c'est bien de renouer quand même avec l'entreprise. L'entreprise se réintéresse à notre pays, et ça c'est plutôt une bonne chose. Faut reconnaître là que Macron, dans son rôle de banquier d'affaires, est plutôt efficace dans ce domaine-là. Autant je suis critique sur pas mal de sujets, mais là sur celui-là, il est plutôt pas mal. On attire de nouveau, et puis encore une fois, je pense qu'on aura besoin de ces investissements. Alors il y a un problème par contre qui reste. Moi je suis industriel, je travaille dans le secteur de l'aéronautique. On a un vrai sujet, c'est qu'on trouve pas les compétences. Donc c'est bien des investissements, mais il va falloir former, il va falloir réorienter les jeunes et les moins jeunes, parce que maintenant on fait des parcours de carrière très différents, mais vers ces métiers qui sont très beaux, où il y a des vraies possibilités de carrière, mais on manque de personnel, et dans tous les métiers, de l'ingénieur jusqu'à l'ajusteur, au chaudronnier, enfin on n'a pas du tout les compétences qui vont bien. C'est ce qui manque aujourd'hui aux entreprises. Donc là il va falloir vraiment faire quelque chose de fort. Je regrette que l'État ait repris la partie apprentissage que les régions avaient et qu'elles géraient très bien, qui avait donné des excellents résultats. Mais là aussi, comme souvent, l'État avait souhaité reprendre une certaine compétence. Je pense que quand une collectivité, ou quand un niveau, une strate en tout cas, gère bien les choses, il vaut mieux lui laisser plutôt que de vouloir les récupérer. Je pense que l'État a quand même d'autres choses à faire. D'autant plus que les régions sont au plus près des entreprises. Exactement, il y avait un lien avec les entreprises, il y avait un lien avec les centres de formation également. Donc voilà, il y avait une logique. Alors, je vais circuler parce que Brice, vous vouliez intervenir sur ça. Ouais, je suis assez d'accord avec le fait que ce soit un événement positif. Après, quand on regarde la structure des 15 milliards, il y a quand même 4 milliards pour Microsoft. Donc on voit aussi quand même qu'il y a le sujet de champions américains qui s'installent en France, etc. Au moment où on fait les élections européennes, on peut quand même se dire qu'on fait pas forcément la promotion de grandes entreprises européennes et françaises. Donc mais là, c'est pas l'objet, parce que c'est les investissements. Si Microsoft s'installait en Allemagne. Oui, c'est sûr. C'est pour ça que je dis que c'est plutôt positif. Mais attention à notre souveraineté. Faire venir des entreprises étrangères. Attention à notre souveraineté, et notamment notre souveraineté numérique. Alors, Jérôme, deux remarques sur ce qui vient d'être dit. D'abord, Choose France, parce que c'est ce qui est en cause. C'est ce qui permet. Enfin, voilà, il y a cet événement et du coup, on en profite pour faire un focus. Ça a toujours lieu vers le 15 mai, donc ça n'a strictement rien à voir avec le calendrier des élections européennes. Premier point. Il faut le dire. Oui. Non, mais c'est depuis 7 ans, ça a toujours lieu à ce moment-là. Bon, élection européenne, élection présidentielle, peu importe, ça a toujours lieu à ce moment-là. Deuxième point sur l'apprentissage. Moi, je suis désolé, c'est quand même le gouvernement ou le président, peu importe, qui a débloqué l'apprentissage en France. Prenez les chiffres en 2017,
vous verrez qu'on était largement en dessous de l'Allemagne. On était à 350 000 apprentis. Oui, on regardait le modèle allemand. On est aujourd'hui à 650 000 à 700 000. Alors, on peut décortiquer, si vous voulez, la structure de l'apprentissage en France en disant c'est l'apprentissage haut de gamme, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de haut de gamme ni de bas de gamme dans l'apprentissage, mais enfin, c'est l'apprentissage du supérieur universitaire qui a surtout bénéficié de cette explosion de l'apprentissage, et ça a été fait. Alors je regrette effectivement que les régions ne soient plus dans le coup, mais il le fallait. Ah mais c'est pas depuis que c'est passé à l'État que ça a dynamisé. Hein. Ça si. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça avait commencé avant. Non, c'est pas vrai. Mais la plus grosse dynamique, elle a été générée avec les régions. C'est pas vrai. On se traînait à 350 000 ça c'est avant. Apprentis par ça c'était avant. Tu remontes il y a 10 ans. L'Allemagne en fait 1 million, si vous voulez. Donc on a petit à petit rattrapé le minimiser. Parce que là, on vient de rogner sur les aides à l'apprentissage et l'alternance. Exactement. Donc parce qu'il faut regarder ce qui est utile et ce qui n'est pas utile. C'est comme toujours. Donc moi sur l'apprentissage, je suis désolé. Moi on peut critiquer comme sur la formation professionnelle, on peut critiquer ce gouvernement sur tout un tas de sujets, mais sur celui-là, il a complètement débloqué le système. Oui, alors puisqu'on parle d'apprentissage de formation et sur le fait d'avoir renié le budget des universités, de l'enseignement supérieur de quelques millions, de centaines de millions d'euros, est-ce que là on fait une grosse erreur par rapport aux enjeux de demain? Ça touchera pas à l'apprentissage. Oui, mais ça touchera pas la préparation de l'avenir quand même. Exactement, la recherche appliquée, ça touche en cascade. Donnez-moi des économies. Non, mais là, il ne faut pas opposer l'État aux régions. C'est-à-dire que chacun a contribué. C'est pour ça que j'ai rappelé le rôle de la région. Chacun contribue. Parce que je suis d'accord, ça avait décollé avant en termes d'apprentissage. Les régions avaient été partie prenante. Bon, regardez les chiffres. Bref, on va pas polémiquer. C'est plutôt un succès, donc reconnaissons-le. Hier, juste une précision. Certains autour de cette table disaient il faut regarder aussi les aides publiques qui sont données éventuellement en contrepartie. Est-ce que tout ça est bien bordé de ces entreprises qui viennent s'installer, donc à vérifier derrière? Dans les aides, dans les subventions, c'est bordé quand même. Enfin, moi, j'ai bien vu dans les entreprises, il y a quand même des contreparties, il y a des engagements, c'est pas si simple que ça. Non, ce qu'on peut, là où il faut peut-être tirer une sonnette d'alarme et faire attention, on veut faire venir les entreprises en France, mais avec le ZAN qui a été voté, avec le zéro artificialisation, en 2050, vous n'aurez quasiment plus de territoire pour accueillir des entreprises. C'est bien de vouloir accueillir des entreprises. Oui, enfin, ça suffira pas. Nous, on voit en Normandie, ça suffit pas. Vous pouvez effectivement, c'est d'abord le travail qu'il faut faire, de reprendre ces friches. Mais pour qu'une entreprise s'installe, il lui faut du foncier et il lui faut des compétences. Si vous manquez de compétences, parce qu'effectivement la formation est un peu en panne, et si vous n'avez pas de foncier pour accueillir une entreprise, vous pourrez faire tous les Versailles que vous voulez, ça suffira pas. Voilà. Donc, alors quand vous interrogez, non, on n'a pas. Non, si. Bien sûr, quand on est là vous pour débattre. interrogez les chefs d'entreprise qui ont participé à ce salon, qui participent encore à ce salon, c'est très intéressant de voir pourquoi ils viennent. Ils viennent pour les compétences, alors même s'il en manque, ils viennent pour le réseau de transport, qu'on critique beaucoup, mais en comparaison avec les autres, il est plutôt encore efficace. Ils viennent pour un savoir-vivre français, mais ils doivent absolument passer au-dessus de nos gros handicaps qui restent les charges, la fiscalité. Ils le disent tous. Quand on vient en France, on fait un effort. On le fait parce qu'on considère qu'il y a des contreparties qui sont très importantes. Mais le droit social et l'affaire des charges sociales, l'imposition sur les entreprises, restent des freins majeurs. Même s'il y a eu des évolutions, ça reste des freins majeurs. On est à 150 milliards de plus que l'Allemagne en imposition sur les entreprises. 150 milliards, c'est pas rien. Bon, Brice, et on va passer un petit dernier sujet, parce que ce matin, je lisais que le président n'était pas contre la vente de Société Générale. Je dirais que d'un côté, effectivement, il y a le Choose France avec les 15 milliards, etc. Et de l'autre côté, un fleuron bancaire, on est disposé à le vendre. Donc il y a quand même un petit hiatus, il faut faire attention. Et j'insiste sur le fait que on doit garder la souveraineté. Il y a d'autres industries stratégiques. Il y a d'autres industries stratégiques. Oui, mais à un moment donné, il faut dire stop. La liste est longue. La liste est trop longue. La liste est longue. Brice, vous aviez la parole, je vous la laisse. Avec un coup de griffe, un coup de gueule. Un coup de gueule, pas que de griffe. De griffe. Alors, mon coup de gueule, en fait, il porte sur des parents d'élèves, notamment des mamans, qui ont carrément été embarqués au commissariat après avoir occupé pacifiquement les directions d'écoles élémentaires à Gennevilliers. Qu'est-ce qu'elles ont fait de mal pour... Alors, ce qui se passe, c'est que depuis des mois, et depuis la rentrée, et même l'année dernière, énormément de profs absents, et donc des mobilisations qui n'ont cessé d'avoir lieu. Et que, au final, en fait, la revendication principale, c'est que ces écoles
qui méritent d'être en réseau d'éducation prioritaire, comme d'autres écoles de la ville, ne le sont pas parce qu'il y a un réseau donc rattaché au collège qui lui ne l'est pas. Donc des écoles qui sont fortement en difficulté élémentaire ont été décrochées du réseau d'éducation prioritaire. Et vous savez, c'est le problème quand on raisonne à enveloppe constante par rapport au réseau d'éducation prioritaire. En fait, on déshabille Paul pour habiller Jacques, mais Paul, en fait, a toujours les mêmes difficultés. Et réseau d'éducation prioritaire, c'est un point qui est très important parce qu'il y a des professeurs qui sont mieux payés, il y a des moyens qui sont alloués, il y a une limitation du nombre d'élèves par classe, donc on a un vrai sujet. Donc je trouve qu'embarquer des parents d'élèves qui luttent et qui militent pour la bonne cause, c'est vraiment exagéré. Donc le coup de gueule, il est à la fois sur le fait qu'il faut pas réagir comme ça, et également pour soutenir la revendication de passer en réseau d'éducation prioritaire. Et c'est une demande à peu près légitime quand on connaît effectivement la difficulté. Il y a certains parents, on l'avait traité dans l'actualité, qui se retournent contre l'État pour perte de chance pour leurs enfants, quand il n'y a pas des remplacements ou quand il y a effectivement des difficultés comme ça. Du côté du ministère, pas de réaction de ce côté-là, du côté de... Alors Madame Belloubet, elle a été interpellée, il n'y a pas eu de réponse à ma connaissance aujourd'hui, mais les mobilisations ne vont pas s'arrêter. Allez, ce que je vous propose, c'est que comme on va arriver à la pause publicitaire, enfin faire une petite pause et on va vous entendre, Jérôme, sur votre coup de gueule, on va foncer sur la croisette justement avec vous dans un instant sur Sud Radio. Ne bougez pas, on se retrouve juste après ça. Sud Radio, votre avis fait la différence. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. En compagnie d'Arnaud Benedetti, Jérôme Dubu, Cédric Nouvello et Brice Nkonda. Alors on finissait notre tour de table des coups de cœur et des coups de gueule avec vous, Jérôme. Oui. Croisette oblige. Un coup de gueule contre Alain Sard. Alors, Cannes, Alain Sard, producteur, Alain Sard, grand c'est producteur le plus grand producteur français, puisqu'il a fait plus de 200 films. Il a produit tous les grands metteurs en scène, Tavernier, Godard, tous les grands metteurs en scène français, même David Lynch, donc des metteurs en scène étrangers aussi. Il était le patron du cinéma français quasiment pendant des années, puisqu'il a commencé dans les années 70 jusqu'à maintenant. Bon, il se trouve que, alors je vais peut-être m'attirer beaucoup de remarques négatives ici sur ce plateau et peut-être de la part des auditeurs, mais je trouve que ce qui a été publié dans Elle hier, avec l'interview donc de 9, alors des jeunes filles à l'époque, aujourd'hui elles sont moins jeunes évidemment, puisque ça date des années 90, qui accusent de violence, de viol, d'agression sexuelle Alain Sard. Bon. C'est pas la première fois que ça se produit dans le cinéma français, On a eu l'affaire de Pardieu, on a eu l'affaire Judith Godrèche, à contrario. Et puis là, on a cette affaire qui explose depuis hier. Bon, alors Alain Sard, il a d'abord été accusé dans les années 90. Il a eu un non-lieu, faute de preuves. Bon, mais on sait très bien dans le milieu que tout ça, il n'y a pas de fumée sans feu, parce que 9 témoignages, c'est quand même beaucoup. Alors moi, je suis pas du tout dans le féminisme exacerbé, dans la défense de MeToo, Mordicus, etc. Mais je trouve que ce personnage, qui a régné sur le cinéma français pendant des années, il y a un moment, il va falloir qu'il s'explique et qu'il soit... alors, évidemment, il y a prescription de tous ces actes, vraisemblablement, puisque ça date des années 90. Précisément. Il y a une tribune qui est parue dans Le Monde, hier soir ou ce matin, avec une centaine d'actrices, quelques acteurs, qui ont signé, qui demandent une loi contre les violences sexuelles. Bon. Et il y a un point qui est intéressant, c'est ce qu'elles appellent, dans cette tribune, la prescription glissante. C'est-à-dire qu'au fond, des faits d'une gravité extrême, parce qu'il y avait des mineurs, il y a des jeunes filles de 15 ans qui témoignent dans Elle. D'accord. Bon, à l'époque, 15 ans, donc des mineurs qui ont été agressés sexuellement visiblement, qui auraient été... Je mets tout ça au conditionnel parce que la présomption d'innocence est là, qui auraient été agressés par Alain Sard pour des recrutements, qui n'étaient pas des recrutements en fait. Il suffit de lire les témoignages, c'est épouvantable et abominable. Bon, si c'est vrai. Et moi, j'ai pas de raison de croire que c'est pas vrai. 9 témoignages, ça fait quand même beaucoup. Et donc, la présomption glissante, ça permettrait de ne plus avoir de présomption sur des faits aussi graves. Comment pour les preuves? Mais ça veut dire que ça devient imprescriptible. Et comment vous faites pour les preuves?
Comment vous constituez un dossier? Oh bah ça, écoutez, les témoignages oui, mais ça serait... qui sont dans le journal Elle hier sont épouvantables. Voilà, donc ça c'est des preuves, à mon avis, irréfragables, je pense. Hein, voilà. Donc si vous voulez, moi je suis assez partagé là-dessus. Je veux pas non plus crier au loup en disant tous les hommes du cinéma sont épouvantables, tous les producteurs, tous les metteurs en scène sont épouvantables, ils ont essayé de violer toutes leurs actrices, etc. Non. Mais là, si vous voulez, il y a un moment où il faut que ce personnage et ces personnages rendent des comptes. Et avec la prescription, on n'y arrive pas. Hein, vous avez vu l'affaire PPDA, l'affaire de Pardieu, je ne sais pas ce qu'il en est, il a été mis en garde à vue, etc. Il est mis en examen. Bon, est-ce qu'il y a prescription aussi? Mais si vous voulez, il y a un moment où il faut rendre des comptes à la société. Voilà. Qui veut réagir sur... L'avantage de l'imprescriptibilité, ça éviterait que le débat se passe exclusivement sur la place publique comme il se passe aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas d'autre moyen de s'expliquer que de s'expliquer médiatiquement. Là, en rendant Arnaud, finalement est-ce que c'est aux médias de faire le procès de quelque chose? De toute façon, ça se fait. Quoi qu'il arrive, la réalité. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de parler de Monsieur Sard, je veux dire clairement, que les médias réagissent, que les personnages publics réagissent, et que finalement, le procès se fait médiatiquement, parce qu'il ne peut pas se faire manifestement sur le plan judiciaire. Au moins, je veux dire, l'imprescriptibilité permettrait que tous ces débats se fassent, j'allais dire, avec une procédure judiciaire et dans le cabinet d'un juge d'instruction, voire ensuite dans un prétoire. Donc ça serait beaucoup plus sain, en l'occurrence. Là, le fait que ces délits soient prescrits, parce qu'ils se sont passés il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça réapparaît médiatiquement, et que les victimes potentielles ou présumées de Monsieur Sard, si tant est que ça soit prouvé, là encore, il faut être extrêmement prudent, n'ont d'autre, j'allais dire, choix que finalement d'avoir recours à une expression médiatique, ce qui quand même pose problème, en effet. En tous les cas, il y avait cette fameuse rumeur d'un espèce de révélation de je ne sais combien. Démenti, tout ça n'existe pas. C'est effectivement. Quand vous additionnez le nombre de personnages, mais il y a quand même des noms qui sont mis en cause dans l'audiovisuel, dans la publicité, dans le cinéma, dans tous les domaines d'ailleurs. C'est absolument hallucinant. C'est absolument hallucinant. Oui, je pense qu'il n'y a pas un domaine qui échappe. Enfin, c'est plus une évolution souhaitable de la société. Enfin, des prises de conscience qui ont peut-être tardé, mais qui maintenant arrivent. Mais c'est vrai qu'il vaudrait mieux que la justice puisse s'en occuper avec une évolution, parce que ça apaiserait au moins la société. Parce que sinon, on est sans le débat, mais sans réponse, sans conclusion, sans décision. Chacun se fait son opinion, mais il n'y a pas de décision de justice qui passe. Donc c'est malsain. Moi, je pense que la société, c'est pas bon. Effectivement, et la prescription, c'est une vraie question, tu as raison. En tous les cas, ça sera un Cannes très observé, un festival très féminin aussi, hein, c'est quand même rare, mais je crois que c'est la 11e présidente du jury seulement qui va, avec les autres membres du jury, décerner la Palme d'Or. Donc on voit effectivement qu'il y a aussi de ce côté-là une prise en compte, et on espère quand même du beau cinéma et des beaux films. Apparemment, le film d'ouverture aussi a quelque chose d'impressionnant. Allez, on va passer à nos sujets, parce que ça défile. Je voulais votre regard à tous les quatre. Ça va faire 4 mois, quasiment jour pour jour, que Gabriel Attal donc est arrivé à Matignon, nommé dans la foulée donc du départ d'Elisabeth Borne par Emmanuel Macron, le plus jeune Premier ministre de la Ve République. On a vu effectivement tout de suite une espèce d'emballement médiatique pour la nouveauté, la jeunesse, son style. 4 mois plus tard, quel est votre regard? Certains disent le style Attal n'est pas là, il n'imprime pas. Alors, mon regard se tourne vers vous, Arnaud, et je tourne la parole. Non, mais parce que moi, j'ai toujours été surpris, non pas de la nomination de Monsieur Attal, mais du timing de cette nomination. Je n'ai toujours pas compris pourquoi le président de la République avait nommé en janvier, à 6 mois d'une élection qui est l'élection européenne, un nouveau Premier ministre, alors qu'il aurait pu très bien faire ce qu'ont fait nombre de ses prédécesseurs, user jusqu'à l'accord de Madame Borne, c'est-à-dire attendre le résultat des élections européennes, et ensuite, en effet, changer de Premier ministre. Je trouve que l'agenda eût été plus pertinent, en l'occurrence, tandis que là, en effet... Plus classique, plus pertinent. Alors on voit bien ce qu'il y avait derrière. L'intention quand même d'Emmanuel Macron, c'était de nommer un jeune Premier ministre pour aussi faire pièce à Jordan Bardella. Manifestement, en tout cas, au regard des intentions de vote, ça ne marche pas. Ensuite, moi, écoutez, on dit qu'il imprime pas.
Très franchement, je trouve qu'aujourd'hui, Attal fait ce qu'il peut dans le système de contraintes qui est le sien, c'est-à-dire un système avec une opinion publique qui est quand même, c'est le moins qu'on puisse dire, en défiance, avec l'absence de majorité à l'Assemblée nationale, parce que ça, je pense que c'est un problème structurel que l'on va pas purger comme ça. Je me demande comment on va pouvoir rester 3 ans comme ça. Donc, c'est extrêmement difficile. Il est en effet, j'allais dire, plus prisonnier, du président de la République, d'une certaine manière, des choix du président de la République. Et de ce point de vue-là, je trouve qu'il fait le job. Il se démultiplie quand même beaucoup. Il se démultiplie beaucoup, mais avec, encore une fois, le système de contraintes qui est le sien. Alors après, est-ce qu'il imprime ou il imprime pas c'est très difficile de le dire. Bon, il y a quand même un style Attal, malgré tout, par rapport à Emmanuel Macron. Par rapport à Elisabeth Borne, il me semble être plus dans la proximité. Mais bon, après, Cédric et après vous, Brice. Il faut lui reconnaître, c'est un excellent communicant. Enfin, dans les médias, il est très bon, il sait faire là-dessus. Après, il faut regarder effectivement le boulot qui est fait derrière. Moi, quand il avait été nommé, on m'avait interrogé sur effectivement ce que j'en pensais. Je lui ai dit, il faut laisser le crédit, il faut lui laisser le crédit de voir ce qu'il va pouvoir mettre en œuvre, comment il va pouvoir agir. Bon, moi, j'avais quand même été fortement déçu à l'Éducation nationale parce que, objectivement, il y a eu beaucoup d'effets d'annonce qui ont été quand même très peu suivis des faits. Quand on regarde la situation de l'école actuellement, on peut pas dire quand même qu'il y a eu une impulsion. Alors, il est resté très peu de mois, mais encore une fois, c'était le choix du président de la République de ne pas le laisser plus. Si c'était un excellent ministre de l'Éducation nationale, il aurait peut-être fallu le laisser à sa place pour qu'il puisse vraiment travailler sur ce domaine-là. Dans le domaine, moi je suis en charge de l'autonomie, tout ce qui est personnes âgées, handicap. On est dans une situation qui est désastreuse en France. On peut pas dire que le bien vieillir, par exemple, va répondre à la vraie problématique du vieillissement de la population et de cette prise en compte des personnes en perte d'autonomie. Là, il est aux manettes, là, il est aux enjeux. Il aurait pu tout à fait, effectivement, prendre en compte et dire, je vais mettre une loi grand âge qui impulse et qui donne vraiment de l'avenir à ces populations qui sont vraiment les plus démunies. On n'a pas vu ça. Il est quand même passé, on l'a oublié, mais il est passé au compte public quand même. Il était ministre délégué au compte public. Bon, quand on connaît la situation des comptes publics françaises, on peut pas non plus expliquer qu'il y a eu une impulsion phénoménale. Alors bien sûr, il y a Bruno Le Maire, il n'était pas libre d'agir, etc. Mais moi, je ne trouve pas pour l'instant, qu'à part les effets d'annonce, qu'il y ait forcément des choses politiques très fortes. On va voir ce qui va se passer au niveau des agriculteurs. C'est débattu aujourd'hui avec la loi sur la souveraineté agricole. Il a fait beaucoup de promesses. Ça peut être une façon de montrer qu'il peut agir et qu'il peut effectivement impulser quelque chose de concret, quoi. Allez, on va vous entendre encore. On n'a pas entendu ni Jérôme ni Cédric sur ce sujet-là. On se retrouve juste après la pause. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Christine Bouillot. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Allez, on continue de débattre autour de ces 4 mois de Gabriel Attal à Matignon. Le style Gabriel Attal, est-ce que vous trouvez qu'il imprime? Alors, on voit effectivement les difficultés. On vous a pas entendu, Brice. Le style Attal, alors certains disent oui, non, on imprime, ça imprime pas. Le style Attal, c'est un peu le style Macron, et je pense qu'il a beau être aussi bon communicant qu'il veut. Et ça, c'est un fait avéré. On a vu qu'il savait très bien communiquer, notamment lors de son discours de politique générale. Mais il est prisonnier de la courbe déclinante d'Emmanuel Macron. Et en fait, sa seule solution pour exister en tant que Gabriel Attal, ça va être de trahir son patron. Parce qu'autrement, il va être prisonnier de cette dynamique. À mon avis, ça va. Je vois pas. Ça met Jérôme. Alors, moi, en fait, Macron bis. Non, mais je ne vois pas comment il peut. Chirac bis. Je ne vois pas comment il peut. Ou Chirac Giscard. Alors du coup, on parlait d'un système de contraintes. Plus loin. Arnaud parlait d'un système de contraintes et je ne vois pas comment il peut s'en émanciper. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que on a un ministre jeune qui, mine de rien, manque d'expérience. Il est très bon en communication, donc il suscite beaucoup d'attentes. Mais quand on parle de désmicardiser la France, des gros sujets comme ça, qui entraînent tout un tas de problématiques comme le logement, comme l'école, etc., c'est pas quelque chose qu'on transforme en un claquement de doigts. Donc en fait, il y a quand même un décalage entre le temps court de la communication et le temps moyennement long, voire long, de la politique. Donc là, on est sur des agendas qui fait que finalement, il y a beaucoup d'annonces, ça gigote beaucoup. Ça fait beaucoup d'expérimentation, effectivement. Mais en réalité, on les voit pas aboutir. Et de toute manière, ils n'ont plus vraiment le crédit politique pour le faire. Parce que quand on a un discours aussi fort que Gabriel Attal au mois de janvier et qu'on veut vraiment aboutir, on y va au 49.3 et on fait des choses très très rapidement. Sauf que même le 49.3, ils l'ont surutilisé, cet outil. Donc en fait, ils sont quelque part dans... Ils
ils avaient surtout pas le choix. Ils n'avaient pas le choix. Comment ils faisaient? Déjà, ils n'ont pas le choix. Il y a un sujet qui arrive sur la table, c'est l'assurance chômage qui va arriver très vite. Je crois que c'est vendredi que les choses vont s'accélérer avec une mise en application au 1er juillet. Donc, Jérôme. Sur l'affaire, sur le positionnement de Gabriel Attal, moi, je considère que lorsque vous changez de Premier ministre, c'est pour changer d'objectif, ce qui n'a pas été le cas, puisque c'est toujours la même politique qui est menée. C'est Macron. La feuille de route. C'est la feuille de route présidentielle qui a été acceptée par les Français en 2022. Ou alors vous changez la composition de la majorité quand vous changez de Premier ministre. Ah oui. Bon, là, il ne s'est rien passé. C'est-à-dire que ça aurait eu un intérêt de changer de Premier ministre si on avait eu une association, ce que je réclame moi depuis 2022 avec LR. Alors, un contrat de gouvernement avec LR en bonne et due forme, négocié, etc. Alors, on me dit LR n'en veut pas. Les apparatchiks de LR sont recroquevillés sur leur petit magot de voix, ils veulent pas en bouger. Et puis, de l'autre côté, Macron n'en veut pas non plus. Peut-être, il préfère les débauchages individuels. Peut-être, mais en tout cas, si on n'arrive pas, dans les 3 ans qui viennent, à avoir une majorité stable à l'Assemblée nationale, et la majorité stable, elle passe par un contrat de gouvernance avec les députés LR, c'est assez clair. Eh bien, écoutez, il ne se passera pas grand-chose. Moi, quel est l'intérêt pour LR? Il ne se passera pas grand-chose. Je suis d'accord avec l'impossibilité aujourd'hui d'avancer pour Emmanuel Macron s'il n'arrive pas à élargir sa majorité compte tenu de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, moi je pense qu'une motion de censure va finir par être adoptée, notamment sur la loi de finances, en principe à l'automne. De toute façon, les LR sont prêts manifestement pour un certain nombre d'entre eux à la voter. Et même le président du Sénat, Larcher, y est plutôt favorable. Mais enfin, aujourd'hui, moi ce que j'entends, c'est que finalement, une recomposition n'est pas impossible. Elle n'est pas impossible. En l'occurrence, du côté du Sénat, on laisse entendre, mezzo voce, que je veux dire, on a des discussions avec la majorité. Mais je suis pas sûr que ça soit gagnant en termes à la fois pour la majorité et pour les LR. Parce que quand même, il faut rappeler que les députés LR, ils n'ont pas été votés, ils ont pas été élus par des électeurs qui souhaitaient une alliance avec Emmanuel Macron. C'est vraiment le noyau dur des LR qui sont véritablement dans l'opposition à Emmanuel Macron. Alors qu'il y a un certain nombre de parlementaires LR qui aient cette tentation, c'est possible, mais je pense qu'ils risquent de le payer cash lors des prochaines élections législatives. Moi, je suis secrétaire départemental des LR dans le Calvados. Les militants ne souhaitent pas d'alliance avec Macron. Les électeurs LR ne veulent pas d'alliance. C'est ça. Enfin, attendez, les militants, il y a combien de militants? Il y en a. Enfin, les électeurs. Jérôme, soyons sérieux, c'est pas les militants qui vont décider quand même. Moi, j'ai été militant. Non, mais les électeurs. Il y a toujours une petite minorité qui effectivement. Non, mais mais les électeurs, c'est autre chose. Juste pour compléter, parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que Jérôme vous proposez cette idée d'un vrai contrat de gouvernance entre LR et la majorité. Mais quel est l'intérêt pour LR en fin de mandat, alors que tout décline, de faire un contrat de majorité? Si vous voulez, il y a des intérêts boutiquiers, ce que j'appelle des intérêts boutiquiers, qui consistent à maintenir une formation politique. Il y a du fond aussi. Mais il y a aussi des intérêts, l'intérêt de la France. Et l'intérêt de la France, c'est d'avoir un gouvernement stable qui avance. Regardez la palinodie de l'affaire de la loi sur l'immigration. Oui, mais Jérôme, c'est hallucinant. On parle de tout ça, mais le 9 juin, il y aura un résultat qui sera forcément décortiqué, même si ça a l'échelon européen. Avec 50% de participation. Oui, mais il sera le résultat forcément décortiqué, ça va pas révolutionner la vie politique française. Mais il y aura forcément des conséquences. Ça voudra dire quelque chose quand même. Ça voudra dire quelque chose. Sur 50% du corps électoral, oui. D'accord. Oui, mais ça avait eu un impact des élections européennes. Les élections législatives. Les élections législatives. Les députés ont été élus en 2017. Il faut le rappeler, avec la plus faible participation. Ça ne pose pas de problème de légitimité. Le lendemain du 9, c'est-à-dire le 10 juin, tout le monde aura oublié qui a été élu. Je suis pas sûr. Moi, je pense que c'est des élections européennes plus importantes que les élections européennes parce qu'on veut leur donner beaucoup d'importance. Non, parce qu'il y a une réalité, encore une fois, c'est qu'on a un gouvernement qui est empêché à l'Assemblée nationale et qui n'a pas de majorité et que ça aura un impact sur le comportement des groupes politiques. Donc c'est ça qui va rendre difficile l'action du gouvernement et l'action d'Emmanuel Macron. Il lui reste 3 ans, c'est énorme. C'est-à-dire qu'on n'est même pas à la moitié du mandat du quinquennat. Très franchement, comment il fait? Non, mais les électeurs vont se parle avec les électeurs sur l'Europe. Dans le 17e arrondissement ou dans tout l'Ouest parisien, que je connais un peu mieux que l'Est. Bon, l'Ouest parisien a toujours été plutôt LR, UMP, UDF, etc. Bon, plutôt à droite. Bon, ils ont voté massivement
aux dernières élections présidentielles et aux dernières législatives pour Emmanuel Macron et pour les candidats. Puisqu'on a fait il y a combien de députés LR à Paris? Il y a 2. 0. Oui, mais c'est ce que je te dis. Ils sont tous passés chez Macron. Mais la plupart des députés... alors, les électeurs aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est qu'on avance. Ah non, non, mais les députés LR qui sont... Jérôme, c'est peut-être un choix par pas défaut. tous en même temps. Bah non, mais les députés LR qui ont été élus, je pense, dans un certain nombre de zones, notamment de zones périphériques, je peux te dire que ceux-là, leur électorat, ils ne souhaitent pas une alliance avec Emmanuel Macron. Va dans les Ardennes, va dans le sud-ouest, va dans le Lot, va demander aux électeurs s'ils souhaitent une alliance avec Emmanuel Macron. Ça, je le crois pas du tout. Je pense que même c'est un contrat de gouvernement. Ne jouons pas sur les mots, c'est une alliance de gouvernement. J'irais même plus loin, je pense qu'il y a beaucoup d'électeurs LR qui penchent plutôt côté RN, enfin qui sont plutôt, qui vont à l'inverse d'Emmanuel Macron. Ils sont... Et j'ajoute que les élections européennes qui viennent, je suis plutôt d'accord, sont d'une nature un peu différente. L'importance est vraiment présente. Et qu'il faudra surveiller le résultat de Raphaël Glucksmann, qui peut aussi symboliser la reconstitution du paysage politique qu'on avait avant. Peut-être, Jérôme, n'oubliez pas que les électeurs, la réforme des retraites votée par le 49.3, il y en a beaucoup qui attendent de pouvoir exprimer quelque chose contre ça. Enfin, je veux dire, ça a été très mal vécu. C'est les sondages qui le disent. Ceux qui sont dans l'opposition, je pense qu'il y a un vrai phénomène. Dans l'opposition de gauche ou dans l'opposition de droite, ceux qui sont dans l'opposition de droite, ils vont voter massivement pour le RN. Regardez les résultats, 32%. Donc ça veut dire que ces résultats du 9 juin auront une incidence sur aucune liste aux européennes n'a dépassé 30% depuis la liste de Simone Veil. Depuis 79. Voilà. Donc, mais la lecture qu'on va faire de ces résultats... Non, mais je veux dire que l'opposition, elle n'est pas chez LR. Mais tu vois que l'interprétation que tu en fais est une interprétation qui montre que cette élection a quelque chose de tout à fait, je veux dire, unique par rapport aux autres élections. Ça ne fera pas bouger la vie politique française. On vous a pas entendu, Cédric. Oui, non, mais Jérôme disait tout à l'heure, de toute façon, il ne faut pas y mettre plus d'importance. On est quand même sur une élection éminemment importante qu'est l'élection européenne. C'est une élection sur laquelle, en plus, Emmanuel Macron avait mis un marqueur fort, puisqu'il fait de l'Europe un enjeu, il a toujours défendu. Donc c'est vrai qu'avoir un vote contre lui sur un sujet qu'il porte et qu'il veut incarner depuis le début, c'est quand même un marqueur assez fort, moi je pense, du manque de confiance, ou au moins de la rupture avec les électeurs français, en tout cas concernant Emmanuel Macron. Ensuite, concernant les LR, moi je trouve quand même qu'au début de son mandat, Emmanuel Macron n'a pas spécialement tendu la main aux LR. Il avait une majorité écrasante, il faisait un petit peu ce qu'il voulait. Il a plutôt essayé, entre guillemets, de tuer le parti LR que de leur proposer un contrat. Donc venir en fin de mandat, quand on a un désaveu de la population, quand on voit qu'il y a une rupture avec ses électeurs, dire maintenant ce serait peut-être bien, au nom de la France, qu'on fasse un contrat, je trouve que c'est du cynisme profond quand même. Enfin, on est quand même... C'est ce que je te dis. Il aurait dû le faire en 2022. Ah bah bien sûr, c'est trop ça. Et il n'y avait pas de volonté ni d'une. Et puis il y a quand même un moment. Côté, ni de l'autre. Il faut quand même se dire que ça fait 7 ans qu'il est aux manettes, 7 ans au pouvoir. On peut pas systématiquement dire je vais révolutionner le pays, vous allez voir, je vais transformer le pays, etc. Quand ça fait 7 ans qu'on a les manettes et qu'on est au pouvoir. Quand on est dans une mairie, quand on est dans un département, je vous assure que l'électeur, quand vous lui avez promis, quand vous êtes engagé sur un changement, il vous attend au virage, mais pas 7 ans après, il vous attend dans les 2-3 années qui suivent. Et encore. Donc, et encore. Donc je pense que là maintenant, enfin moi, on revient un petit peu sur le débat sur Attal, quand effectivement il a promis de tout révolutionner au mois de janvier, etc. Je suis désolé, ça fait 7 ans qu'ils sont aux manettes maintenant. Oui, 7 ans qu'ils ont montré ce qu'ils savaient faire ou ce qu'ils ne savaient pas faire. Le malheur, c'est que pendant 7 ans... Et la montée du RN est quand même profondément liée aussi à la non-efficacité de la politique d'Emmanuel Macron. Le malheur, c'est que pendant 7 ans, puisque Emmanuel Macron a été élu en 2017, il a été réélu en 2022, pendant 7 ans, les deux forces principales de gouvernement de la Ve République qui ont été laminées en 2017 et relaminées en 2022 n'ont strictement rien fait. Je parle de LR et du Parti Socialiste qui étaient... Mais ça, les électeurs ont la mémoire courte, vous le savez très bien. Sauf que, alors là, on dit la social-démocratie va renaître, etc., avec 12-13% de Glucksmann. Ok, moi je veux bien, mais enfin on verra le lendemain. Ça changera strictement rien pour moi. S'ils sont devant la liste d'Emmanuel Macron... De Valérie Amiel. On n'y est pas encore. Attendez. Oui, mais enfin bon, on n'est pas encore. On est loin de là. Mais ce que je veux dire, c'est... Moi, je veux bien assumer toutes les responsabilités sur la montée du RN de la part de la majorité présidentielle, mais le fait qu'il n'y ait pas d'alternative aujourd'hui à la majorité présidentielle autre que l'extrême gauche ou alors le RN et Marine Le Pen, je suis désolé. Tous les partis de gouvernement ont une responsabilité, y compris LR et y compris le Parti Socialiste. Mais c'est une responsabilité qui a 40 ans d'histoire. Hein. Oui.
Oui. Qui a 4 décennies. Et c'est ce que je te dis. Bien sûr, je suis d'accord. Allez, ce que je vous propose, messieurs, Arnaud Benedetti, Jérôme Dubus, Cédric Nouvello et Brice Nkonda, on s'arrête un court instant et puis on ouvre l'un des sujets qui fait l'actualité aujourd'hui. On dira peut-être un mot de la Nouvelle-Calédonie rapidement, de ce qui est en train de se passer. Et puis on regardera si il faut généraliser les amendes pour port d'armes blanches, comme ça a été expérimenté, comme d'autres villes du côté de Nice. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Allez, c'est la dernière ligne droite avec vous quatre, Arnaud Benedetti, Jérôme Dubus, Cédric Nouvello et Brice Nkonda. Alors, on va dire un mot rapidement de cette décision de la ville de Nice de rejoindre les communes, les grandes villes, après Montpellier, Marseille, Paris et Lyon. Donc, décide de mettre une amende de 500 € pour le port d'armes de catégorie D. Ça comprend évidemment les couteaux, les matraques, les poings américains et les bombes lacrymogènes. Une amende supplémentaire, l'arme sera détruite et la personne se verra interdit de fréquenter pendant 6 mois le secteur où il aura été appréhendé avec l'arme blanche. Alors ça, j'attends de voir comment ça va se produire, mais voilà, il faut l'expérimenter rapidement parce qu'on a d'autres sujets à traiter. Oui, il faut expérimenter et puis il faut surtout appliquer les peines. C'est toujours le même sujet, quoi. Je veux dire, le papier refuse pas l'encre. Voilà, mais 500 €, c'est voilà, pas mais mal. après il faut effectivement l'appliquer. Après, moi ça me choque pas qu'on verbalise quelqu'un qui se balade avec un poing américain, un couteau, une matraque dans sa poche. Bon, on se demande bien au quotidien à quoi ça sert. Vous voyez, donc je pense que oui, c'est bien de pouvoir verbaliser quand c'est comme ça, mais encore une fois, il faut que ça soit appliqué. C'est bien le sujet qu'on a actuellement avec notre justice, c'est l'application des peines, et c'est effectivement être sûr que les gens qui sont récupérés puissent être effectivement condamnés, quoi. C'est le problème. Écoutez, Jérôme. moi je trouve ça. J'ai l'impression que c'est pas appliqué. Vous dites que c'est appliqué à Paris ? Non, c'est une expérimentation avec les villes Paris qui en fait partie. Et Paris en fait partie. Cette Parce nouvelle que norme mise en place par le à peu parquet près de 1000 Nice personnes a déjà été lancée dans 12 autres communes. Et de l'extrême droite défiler avec des matraques. Défiler vraisemblablement avec des matraques, parce que c'était un peu la tradition de cette partie de l'échiquier politique d'avoir des matraques ou des poings américains dans les poches. Je n'ai vu aucune interpellation. Il faut des policiers municipaux pour ça. C'était il y a 10 jours dans Paris, en plein Paris, dans le 5e arrondissement. Il y a une semaine. Donc excusez-moi, je suis un petit peu sceptique sur ce sujet. Sur déjà la mise en application de tout ça. Autre sujet également qui rejoint la question de la sécurité. Alors ce rapport sénatorial qui a été publié sur la question du narcotrafic en France, qui dit que la France est submergée par le narcotrafic avec 6 mois d'investigation, plus de 158 auditions. Alors ça va d'avocats à journalistes, bailleurs sociaux, des villes passées au crible. En fait, c'est un constat alarmant, et notamment on découvre aussi dans ce rapport sénatorial qu'il y a une forme, Brice, vous l'avez regardé, une forme on va dire à l'italienne, quelque part. Il y a des élus qui sont aujourd'hui corrompus, des policiers, une espèce d'emprise mafieuse. En fait, on peut parler effectivement de narcotrafic. Alors le rapport il est sorti il n'y a pas très longtemps, que je ne l'ai pas lu dans le détail, mais ce qui est sûr c'est qu'on n'a pas pris encore la mesure des émeutes de juillet 2023. Les mesures qui en sont ressorties, force d'action républicaine en expérimentation, les DALO qui sont supprimés dans certains quartiers, etc. Donc en fait, on a fait quelques mesures qui sont plutôt des mesurettes, des expérimentations, mais on n'a pas encore pris l'ampleur de la situation dans nos quartiers. Je me souviens en 2005 avec Ziad Ebouna, il y avait eu des émeutes dans les quartiers, mais c'était les quartiers des grandes villes. On a vu en 2023 qu'on est aussi sur les quartiers des villes moyennes. On est également dans des villages, donc il y a une expansion de la zone de trafic. Et en fait, on a besoin de se doter d'outils beaucoup plus importants pour réinsérer les gens. Et donc le problème est devenu très très complexe. Et je ne pense même pas que les mesures qui sont préconisées dans le rapport sénatorial vont suffire, parce qu'il faut vraiment faire des choses assez structurantes dans tous les domaines. Voilà, ce que disent exactement les rapporteurs de ce rapport. Enfin, en tous les cas, la Constitution aujourd'hui, on assiste, nous la France, à la constitution d'un modèle social parallèle avec
avec ses hiérarchies propres, sa police chargée d'assurer la sécurité des réseaux. Bref, c'est un monde parallèle qui s'est mis en place. Il faut d'abord, je crois qu'il faut saluer quand même le travail que fait le Sénat en l'occurrence, parce que c'est vrai que les rapports sénatoriaux sont de très grande qualité, très pointus. C'est des enquêtes qui sont menées, je veux dire, sur plusieurs mois et qui en général apportent un état des lieux qui est toujours très sérieux et implacable. Ça, c'est une chose. C'est transpartisan. C'est transpartisan. C'est transpartisan. En plus, ça se fait, c'est vrai, là, dans un travail de convergence, au moins, de tous les sénateurs, quelle que soit leur appartenance parlementaire et partisane. Non, c'est clair, on a une contre-société qui se met en place dans un certain nombre de territoires. Clairement, on le voit, qui assure sa propre sécurité, qui défie la sécurité. Il y a une économie parallèle, il y a une hiérarchie. Il y a un marché de l'emploi. Il y a une hiérarchie, c'est ça qui est très intéressant. Il y a une hiérarchie pyramidale. C'est typique des systèmes. C'est typique des systèmes mafieux. Quand vous lisez des travaux qui ont été menés sur notamment la mafia, par exemple en Sicile ou dans le sud de l'Italie, vous voyez bien que c'est pyramidal. Et là aussi, c'est pyramidal parce que vous avez une organisation du travail, une division du travail qui est extrêmement, j'allais dire, poussée. En l'occurrence, c'est terrorisme. Alors après, ce qui est plus inquiétant, tout est inquiétant. Non, mais tout est inquiétant dans ce rapport. Ce qui est plus inquiétant, c'est en effet. Il semble dire qu'ils ont des connexions dans un certain nombre de milieux, parfois judiciaires, voire politiques. Ça, c'est en effet, là aussi, j'allais dire, symptomatique de ce qu'est une emprise mafieuse telle on a pu la connaître dans d'autres pays, notamment, encore une fois, dans le sud de l'Italie. Mais bon, il faut être quand même très prudent aussi. Il y a trois choses inquiétantes que le signale le rapport. C'est effectivement la montée aussi de la puissance financière. C'est effectivement la ramification dans différents milieux. Et le troisième facteur, c'est qu'on passe d'un problème qui était plutôt réservé aux grandes agglomérations, aux zones rurales. Donc c'est vraiment, on va vers tout le pays, entre guillemets, quoi. Moi, je le vois sur les petites communes. En Normandie, on a de plus en plus des gendarmes qui arrivent à arrêter toute une bande organisée, même dans des petites communes. Enfin, c'est surprenant, ce qu'on vivait pas avant. Donc, on voit bien que ce système, non seulement il se développe, mais en plus il s'étend. Il s'étend sur nos zones rurales et notre petite commune. Avant, on disait que c'était un peu réservé aux quartiers, mais ça l'est plus en fait. Ça l'est plus réservé aux grandes agglomérations. Jérôme et Brice. Non, moi j'ai regardé effectivement les conclusions du rapport. Bon, le rapport est de très grande qualité. Arnaud a raison de le dire, mais si vous voulez, on a l'impression qu'on découvre un peu l'œuvre de Christophe Colomb, mais ça fait des années qu'il y a ce choix qui a été organisé par les narcotrafiquants de faire de l'Europe une destination de la drogue majeure, avec des entrées qui sont très bien définies, et un produit aujourd'hui qui est la cocaïne, dont on a baissé le prix de manière volontaire pour le diffuser massivement. Bon, ça on le sait depuis une dizaine d'années. Et malheureusement, pour eux, malheureusement pour nous et heureusement pour eux, ça a l'air de fonctionner. Car en fait, l'Europe est devenue, effectivement, via les Antilles pour nous, la France, parce que la plaque tournante, ce sont les Antilles, avec la Guadeloupe, la Martinique, un peu Saint-Domingue et Haïti, vraisemblablement. Bon. Et on pense qu'aujourd'hui, 90% de ce qui est envoyé à partir des zones de production passe. 90%. Ça veut dire qu'on en arrête 10%, vous vous rendez compte ? Il y a quasiment rien. Bon. Et on sait qu'il y a un certain nombre de ports qui ont été ciblés par les narcotrafiquants, ports européens. Alors, Amsterdam, Anvers, l'influence des narcotrafiquants sur la vie politique de ces pays est en train de s'étendre. On n'a pas l'air de s'en préoccuper, mais c'est hallucinant. On tue des gens, on tue des hommes politiques, effectivement, comme tu disais, on les soudoie. Voilà. Et nous, il y a 2 ports qui sont ciblés, c'est Marseille, d'où les règlements de compte pas nouveau, ça, à répétition, c'est pas nouveau, mais French Connection, à côté, c'était rien. Et Le Havre. Et Le Havre. Voilà. Donc, je ne sais pas si on va permettre de porter un peu plus de coups sur ces réseaux, mais c'est quand même hallucinant. Absolument hallucinant. Si je peux me permettre, il n'y a pas que ça. Il y a effectivement l'organisation logistique internationale qui progresse, on peut la décrire, vous l'avez décrite. Mais il y a aussi le fait qu'on a un terreau en France qui est prêt pour ça. Et en fait, on n'a pas suffisamment agi politiquement pour que le terreau n'aille pas dans cette direction. Et en fait, on a certains quartiers où les jeunes se font prendre trop tôt, ils ont commencé à prendre de l'argent beaucoup trop tôt. C'est difficile après de leur dire fais des études, fais des efforts et trouve un travail. Donc il faut être très très vigilant, nous aussi au niveau politique, pour essayer de démanteler point par point. Et à chaque fois qu'on a eu des alertes en France, on n'a jamais pris la mesure du problème. Et aujourd'hui, finalement, ce qui s'est passé dans les quartiers se diffuse dans toute la France. On pensait que ce qui avait lieu dans les quartiers
quartier, c'était la banlieue, c'était quelque chose qui était à côté, mais en fait, c'est en train d'immerger tout notre mode de fonctionnement général. Et là, on a un souci parce que politiquement, on n'a pas pris la mesure du problème. Alors, il y a donc un constat d'échec cuisant de tout ce qu'on a pu mener depuis 40 ans. On parlait... et même des politiques actuelles. Le rapport signale sur les opérations place nette, etc. Voilà. Tout ça, ça ne marche pas. Ça marche pas. Il dit que c'est décevant, que les bilans sont très mitigés. Donc même les solutions les plus récentes produisent pas les effets attendus en tout cas. Mais ça veut dire qu'il y a aussi derrière ce marché, il y a des consommateurs, parce que s'il y a autant d'argent qui circule, c'est qu'il y a autant de gens qui sont au bout de la chaîne à consommer. Pardonnez-moi, mais ça fait des décennies qu'on n'a pas vu des campagnes de prévention sur les dangers. Oui, mais attendez, regardez. Alors, attendez, moi Oui, d'accord, mais regardez ce qui se passe dans le Rif. Le Rif, ça fait... Je crois 30 à 40 ans qu'on parle du Rif au Maroc. Bon, on sait que c'est la zone de production, pas de la cocaïne, mais du cannabis majeur, et on ne fait strictement rien. On ne fait strictement rien. Moi, je suis allé me balader au Maroc assez récemment. Dans le Rif, on vous demande de pas y aller, mais quand vous y allez, vous y allez protégé. Voilà. Il y a des champs de cannabis partout. Partout. Et pendant des années, on nous a dit, ah oui, mais on va essayer que les agriculteurs se reconvertissent avec des aides, donc la légalisation, parce qu'on parle de ça partout. Tout passe c'est un sujet, au-dessus de tout le monde. Enfin, je veux dire, ça fait des années qu'on poser en la question sur le fortiori cannabis. maintenant avec la cocaïne qui est transformée en Amérique du Sud. Moi, je crois pas à la légalisation. Enfin, si on part sur cette logique-là, on pourrait l'expérimenter au moins dans certaines zones, comme le propose le maire de Bègle. Si on part sur cette logique-là, ça veut dire qu'à ce moment-là, il faut aussi légaliser la cocaïne, puisque de la même façon, on maîtriserait le marché, on contrôlerait la qualité. Il y a des expériences pas la même chose. J'entends. Oui, mais ça réduit pas la consommation. Il y a des expériences. Non, mais au moins, ça réduit le trafic. Ça réduit pas la consommation. contrôle le trafic. Ouais, mais au moins, on peut la voir, on la rend visible et on peut la traiter au niveau sanitaire. En tout cas, c'est extrêmement inquiétant. C'est inquiétant. En tous les cas, c'est un rapport qui est très bien fait. On n'a pas eu le temps de parler de la Nouvelle-Calédonie. On en parlera évidemment demain et dans les infos et les autres émissions. Merci à tous les quatre pour ce moment. Et dans un instant sur Sud Radio, bien sûr, vous avez rendez-vous avec André Berkoff. À demain. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.